Bonjour tout le monde et bienvenue à ce 23e épisode du podcast de Board Game Québec. Vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui le sujet principal de l'émission est les Meepolympiades à laquelle on a participé. C'était le 13 mai dernier. J'ai aussi quelques nouvelles pour vous. En fait, c'est les nominations pour les Dice Tower Awards et le Spiel de Yares qui sont sortis. Aussi nos derniers achats, bien évidemment, une expérience de jeu, ça va être l'expérience avec Potion Explosion et un projet québécois comme d'habitude pour conclure cet épisode. Alors sans plus tarder, on commence avec les nouvelles. Donc comme j'ai mentionné dans l'introduction, les nouvelles en fait ça va être les Dice Tower Awards, les nominations et aussi les Spiel de Yares, les nominations également. Donc je vais passer quand même assez rapidement, là, je ne vais pas m'éterniser sur chacun des jeux, mais je vais essayer de commenter un peu sur les jeux que je connais et voir si je trouve qu'ils se retrouvent à la bonne place ou non. Alors pour les Dice Tower Awards, le Best Game of the Year nominees, le meilleur jeu de l'année. Alors, on a Adrenaline, un jeu que j'ai pas joué. Par contre, le professeur Board Games en a parlé en bien. Je pense qu'il a bien aimé ce jeu-là. Ça m'intrigue un peu, mais pas plus que ça non plus. Donc, j'ai hâte. Je vais essayer d'y jeter un coup d'œil un peu plus. Qu'est-ce que ça représente ce jeu-là? Si dans les nominés, ça doit être quand même très bon comme jeu. Donc, il y a aussi Captain Sonore. Qui est dans les nominations, un jeu que j'ai essayé dernièrement là, aux Journées ludiques de Québec, qui va d'ailleurs être notre prochain épisode là, sur notre expérience aux Journées ludiques de Québec. Et Captain Sonore, j'ai pas été grandement surpris. En fait, je pense, vu que je jouais le rôle du second dans la partie, on était une partie à 8, donc le maximum de joueurs. Le second fait pas nécessairement grand-chose. Il suit ce que le capitaine lui dit et barre des petites cases. Surtout quand t'as jamais joué, que le capitaine a joué, lui il va te dire quoi faire, donc je trouve ça un peu... c'est pas super excitant pour moi, là. Donc c'est sûr, c'est... Les autres rôles, le rôle du capitaine, puis je dirais le sonore, un peu, lui qui va essayer de détecter le bateau adverse, le sous-marin adverse, a l'air intéressant. De mon côté, j'ai pas trippé plus que ça, mais faudrait sûrement que je le réessaye, mais c'est quand même pas mon style de jeu, je pense... à la base, mais bon, il est dans les nominés quand même. Je vois, il y a quand même de quoi d'intéressant dans ce jeu-là, je pense, pour se retrouver là. Ensuite, Cry Evoque. Je l'ai vu souvent passer, mais on dirait qu'il m'attire pas plus que ça. Le design est super beau, mais je sais pas. J'ai pas d'attirance, on dirait, envers ce jeu-là. Faudrait que j'aille voir un peu plus pour celui-là aussi. Feast for Odin. Feast for Odin, moi, ça c'est vraiment un jeu qu'il faudrait que j'essaie, mais je vous dirais, j'ai été un peu... je suis un peu réticent à l'essayer depuis que j'ai écouté mon podcast de Heavy Cardboard, que je vous ai parlé à quelques reprises, et eux, ils l'ont pas vraiment aimé. Puis, souvent, les jeux qu'ils aiment, je les aime, et là, donc je suis un peu... On dirait que je suis pas pressé de l'essayer. Il est souvent là dans les conventions, etc. Mais c'est pas un jeu que tu vas lire les règles dans une convention. Souvent, c'est des règles qui sont assez longues. Donc, un jour, c'est ça, je vais vouloir l'essayer à Feast for Odin. Parce que j'aime bien les jeux de Hugh Rosenberg. J'aime bien Caverna, j'aime bien Fils of War, Le Havre, etc. Donc, j'aime bien les jeux de Hugh Rosenberg. Donc, ça serait à voir à Feast for Odin. Je pense que je comprends pourquoi il est là aussi. C'est quand même un jeu de Hugh Rosenberg, absolument. C'est très bon. On retrouve également Great Western Trail, un autre jeu que j'ai voulu essayer en fait au jeu au but, mais ça n'a pas donné. Je pense que quand j'avais le temps de jouer, il était pas là, il était pas disponible. Un jeu que je vais essayer éventuellement, je l'espère bien, ça m'intrigue beaucoup. Quand j'avais parlé avec David Passer Board Game, lorsqu'on avait joué à Russian Railroad, il me disait qu'il y avait un petit feeling de Great Western Trail dans Russian Railroad, vice versa, mais que Russian Railroad était meilleur, donc je suis pas encore là pressé de vouloir l'essayer, mais ça va arriver éventuellement, c'est certain. On retrouve aussi Inish plutôt, je pense que je vais le prononcer comme du monde, Inish,
Lui, il m'intrigue quand même de plus en plus, je dirais. Je l'ai vu d'ailleurs aux Journées ludiques de Québec encore. Là, il est en ILO 307, l'avait en démo, puis il l'expliquait. J'ai pas allé, je l'ai pas essayé, mais il m'intrigue de plus en plus ce jeu-là. Donc ça va être à voir certainement. Puis en plus avec sa nomination, il m'intrigue encore plus. On retrouve aussi Meg vs Minions, un jeu qui m'intrigue quand même. J'ai écouté quelques vidéos sur ce jeu-là. Faut dire que j'ai jamais vraiment joué à League of Legends, fait que c'est pas un univers que je connais nécessairement, mais je trouve les composantes sont vraiment belles dans ce jeu-là. J'étais allé jouer chez un ami, puis il m'avait montré vraiment tout l'intérieur de la boîte, le contenu, comment c'était bien organisé, toutes les inserts qui sont vraiment bien faits dans ce jeu-là. Je pense qu'il est vraiment top qualité au niveau de la production. Le jeu a l'air assez simple aussi quand même, un jeu de programmation. Il a l'air intéressant, mais bon, je pense que je comprends totalement pourquoi il se retrouve là, justement dans les Best Game of the Year. Peut-être qu'un jeu que j'essaierai un de ces jours justement avec l'ami que je parlais tantôt qui m'avait montré ce jeu-là. Donc Meg vs Minion qui se retrouve aussi dans les Board Game Nominees. Un autre jeu, je connais pas du tout ce jeu-là, Sight. Non, c'est pas vrai, je connais totalement ce jeu-là, Sight. Je pense que j'en ai parlé beaucoup trop souvent. De Sight, un excellent jeu, j'adore ce jeu-là, surtout en solo, mais en fait même solo, multijoueur, je trouve très très bon comme jeu. Style euro, mélange un peu... non, il n'y a pas d'améritage vraiment là-dedans, là. C'est vraiment un Eurogame. On bâtit c'est un engine building qu'on construit on a plusieurs options pour faire placer des étoiles qui vont nous faire des points à la fin. On peut multiplier nos points en ayant plus de popularité. Il y a plein de façons de faire gérer notre partie dans ce jeu-là. Puis la partie aussi est gérée par dès qu'un joueur a placé 6 étoiles, ça va se terminer. Donc il y a un aspect de temps à gérer aussi dans ce jeu-là qui est contrôlé par les joueurs. Donc Sight, je comprends totalement pourquoi il se retrouve dans les Board Games of the Year. Je crois que ça serait mon numéro 1 dans tous ceux que j'ai présentés, mais malheureusement, je n'ai pas joué des tonnes dans cette catégorie-là. Je pense que je suis un peu en retard. Je pense qu'on avait déjà parlé qu'on était en retard dans les Board Game Geek Awards. Mais bon, c'est tous des jeux qu'on va pouvoir essayer éventuellement. Ensuite, on retrouve aussi Star Wars Rebellion. Un jeu... Star Wars, je pense que vous nous connaissez. On n'est pas des gros fanatiques de Star Wars, mais celui-là m'intéresse quand même de voir à 2 joueurs, qu'est-ce que ça donne ce jeu-là. Star Wars Rebellion qui a l'air très intéressant. Mais est-ce qu'on va l'essayer éventuellement? Peut-être. C'est probablement pas un jeu qu'on va acheter vu que on n'est pas des fanatiques de Star Wars, mais il se retrouve là. Puis je pense qu'il se retrouvait aussi dans les Board Game Geek Awards aussi à plusieurs reprises. Star Wars Rebellion. Et pour terminer cette catégorie, on retrouve Terraforming Mars. Un jeu qu'on a eu enfin la chance d'essayer, mais si vous avez écouté le dernier épisode, vous avez compris qu'on a totalement manqué notre essai parce qu'on a joué une règle de la mauvaise façon. On oubliait, mais en fait, au lieu de jouer une action ou 2, ensuite l'autre joueur joue une action ou 2, ça revient à moi, jusqu'à temps que les 2 aient passé. Là, on faisait seulement 1-2 actions, puis après ça, on faisait la production. Ça faisait qu'au fil de la partie, on accumulait tellement de ressources sur notre plateau d'argent et tout que ça détruisait complètement le jeu. Donc, il faut vraiment que je le réessaye. Terraforming Mars, il m'intéresse de plus en plus pour l'essayer en solo, en fait. Est-ce que je vais lâcher? Je sais pas encore, mais c'est clair que c'est un excellent jeu. Je pense qu'il est nominé souvent. En fait, même, je pense qu'on va le voir aussi dans les spills de IRS, dans les nominations. Mais là, ici, on le retrouve dans les best... C'est le dernier de la catégorie Best Game of the Year de DICE Star Wars Gaming Awards. Ensuite, deuxième catégorie. Je vais essayer d'aller plus rapidement. Là. Ça, c'était la plus prestigieuse. Puis il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 autres catégories. Donc, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Donc, Best Artwork Nominees, on retrouve Arkham Horror The Card Game, Inish, Icebound, que je ne connais pas du tout,
Kanawaga non plus, mais que j'ai vu passer à quelques reprises, qui m'intrigue quand même, ce petit jeu-là. Très intriguant, d'un jeu de Bruno Catala. Et finalement, Sight, très compréhensible. C'est tellement magnifique ce jeu-là. Même ceux qui n'aiment pas Sight trouvent quand même que on peut rien enlever au artwork de Sight. C'est vraiment fou comme design. Le plateau de jeu, c'est vraiment hallucinant. Les cartes aussi quand on explore certains endroits. Donc c'est vraiment très très beau jeu Sight. Ensuite, pour la catégorie Best Board Game Production, donc la meilleure production de jeu, alors on a Conan Erborian Quest, qui semble être une extension là, pour Conan, si je ne me trompe pas, mais je connais plus ou moins Conan, là, j'ai déjà vu passer plusieurs reprises, mais c'est pas un jeu qui m'attire plus que ça. C'est un jeu que je trouve quand même très très dispendieux pour ce qu'il va me rapporter. Là, je pense avec ce que j'ai lu, c'est pas un jeu qui m'attire plus que ça. Ensuite, on a The Others Seven Sins. On a aussi Meg vs Minion. Puis j'ai un petit doute que ça va être lui qui va gagner. Comme je disais, la production de ce jeu-là est totalement phénoménale. Là. C'est tellement bien fait, la boîte et tout. Là. Super bien réalisé. Ensuite, on a aussi Sight, qui est très bien réalisé également. Là. Rien à redire à ce niveau-là. Et finalement, Star Wars Rebellion. Lui, je peux pas commenter. J'ai jamais vu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte-là. Pour les Best Cooperative Games, donc les meilleurs jeux coop, on a Arkham Horror The Card Game, Harry Potter Hogwarts Battle Cooperative Deck Building Game, qu'on a essayé lui aussi aux journées ludiques. Ça fait longtemps qu'on voulait l'essayer. Mais on a commencé par le premier deck, puis c'était un petit peu trop facile. On a même fait une erreur qu'on s'est rendu compte en cours de partie, puis on a pu la reprendre en fait, puis on a réussi à gagner quand même, puis on aurait pu gagner à peu près 10-15 tours avant. Donc ça montre à quel point c'était facile de la première partie, mais il conseille aussi dans les règles de commencer avec déjà la troisième année du jeu, troisième année de la série de livres en fait, qui va jusqu'à 7. Si vous connaissez la série Harry Potter, puis moi et Marie-Lou, on est des grands fans de cette série-là qui était vraiment dans notre jeunesse qu'on a pu lire ça là, à l'adolescence. Et puis c'est quand même intéressant, mais c'est sûr, faut connaître l'univers Harry Potter. Je pense que peut-être c'est un jeu que je pense que je louerais parce que ça il y a une durée de vie, j'imagine, pas super longue, vu qu'une fois que tu as passé toutes les 7 années, est-ce que tu as vraiment le goût d'y rejouer? T'as un peu un style pas tant legacy que ça, mais tu vas déballer des nouveaux paquets à chaque année, à rajouter des nouvelles cartes. Donc cet aspect-là qui est intéressant. Ensuite, on a Mansion of Madness Second Edition qui fait beaucoup jaser cette année. Nous, on a la première édition, puis on n'a jamais accroché plus que ça parce que le temps de mise en place est vraiment long dans ce jeu-là. Et c'est dans les premiers jeux qu'on a achetés. Puis, il faudrait redonner une chance, tout simplement, parce que on rebute à retourner à ce jeu-là parce que le temps de mise en place est vraiment long, puis à 2 joueurs, c'est vraiment pas excellent. Il faut vraiment lui donner une autre chance à plus que 2 joueurs. À Mansion of Madness. Mais là, Second Edition, je pense qu'il est intéressant aussi avec l'application, mais j'ai lu que c'est pas compatible avec la première édition, donc peut-être un peu moins intéressant à ce niveau-là. Il y a aussi Meg vs Minion et finalement Pandémie, le règne de Cthulhu. On voit que je connais pas tant ça, Cthulhu. J'ai la misère à le prononcer, mais donc c'est un autre jeu qui est en nomination pour le Best Co-op Game, donc le meilleur jeu co-op. Ensuite, pour les Best Expansion nominés, donc les meilleures extensions, on a Seven Wonders Duel Panthéon. Quand même très bien comme extension, on l'a acheté, mais je trouve le jeu Seven Wonders en soi est très bien aussi. L'extension pas nécessairement nécessaire. Ensuite, il y a Sight Invaders from Afar que je viens tout juste d'acheter. J'ai fait un déballage, mais je ne l'ai pas encore mis en ligne. Peut-être qu'il va être je pense pas qu'il va être en ligne quand ça va être diffusé, mais ça ne sera pas tardé. Ensuite, il y a Stockpile Continuing Corruption. Ça, je pense que c'est une extension qu'il faut que je me procure. En le voyant aussi dans les nominés, je pense que ça va être un must pour moi à me procurer, puisque Stockpile, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Puis même en famille, ça jouait très bien. Là, mes parents aimaient bien ce jeu-là. Et les 2 autres nominés dans cette catégorie, c'est Time Stories Prophecy of Dragons et Time Story Under the Mask.
Pour les Best Family Games, donc les meilleurs jeux familiaux, on a Harry Potter Hogwarts Battle Cooperative Deck Building Game. Alors oui, je pense que je suis très d'accord qu'il se retrouve là, même après seulement une partie pour juste la thématique. Je pense qu'on peut vraiment s'imprégner dans le jeu puis vraiment vivre l'expérience Harry Potter. Ice Cool, un très cool petit jeu qu'on a essayé au Jab, qu'on vous avait parlé un peu dans le dernier épisode avec des nouvelles façons de jouer au Pichenot. Junk Art, très bon jeu aussi, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. Construire des petites structures avec les super pièces en bois. Un jeu qui est pas donné, qui est assez dispendieux, mais très cool. Je miserais sur ce jeu-là pour gagner dans cette catégorie-là. Quoique j'ai pas joué à les deux prochains qui sont Karuba et Sushigo Party. Donc je pourrais pas dire, mais je pense que moi je mettrais un petit 2 sur Junk Art dans cette catégorie-là, ou peut-être Harry Potter aussi. Peut-être High School aussi, finalement. Ils peuvent tous gagner, hein. C'est pas pour rien qu'ils sont nominés, mais non, je vais garder mon choix pour Junk Art. Et on verra en temps et lieu, on va vous en reparler, c'est sûr, qui a gagné dans chacune des catégories. Ensuite, Best Game from a New Designer, donc le meilleur jeu d'un nouveau développeur de jeu. Alors, on a Kingdom Death Monster, on a Vast, on a aussi Adrenaline Vast que j'ai essayé d'ailleurs, qui est très bien quand même à 3, c'est des rôles asymétriques, quand même assez intéressant. La première partie n'est pas nécessairement très facile à comprendre qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, mais je crois que les prochaines parties là, que je vais jouer vont être plus intéressantes. Terraforming Mars et finalement The Manhattan Project Energy Empire, qui m'intéresse beaucoup de plus en plus ce jeu-là, par la thématique, par l'aspect placement de travailleurs. Donc, Manhattan Project Energy Empire, il est sûrement wishlist depuis quelques temps. Je m'y promets d'y jouer éventuellement, c'est certain. Best Game from a Small Publisher, donc les meilleurs jeux d'un petit éditeur. Alors, on retrouve Arkwright, ensuite Cottage Garden. Arkwright, je crois que c'est la seconde édition, si je me trompe pas, parce que c'est pas un jeu de cette année nécessairement, mais il a été réédité cette année, en 2016, Cottage Garden. Ensuite, Not Alone, Role Player et Vast. Pour les Best Party Games, on a Codename Picture. Très bon Codename. On l'a joué d'ailleurs au Meeple Olympiade, on va vous en parler tantôt. Très cool avec les images en noir et blanc. Ça change un peu la dynamique du Codename standard avec les mots. Ça change vraiment le jeu quand même. Captain Sonore. Ensuite, Happy Salmon. Junk Art et Secret Hitler. Secret Hitler, moi ça serait mon choix à moi. J'ai vraiment aimé la partie d'ailleurs qu'on a joué lors des Meeple Olympiades. Vraiment un très bon jeu de rôle caché, Secret Hitler. Puis j'aime bien la thématique aussi, même qui va avec l'aspect guerre. Puis l'aspect guerre. C'est quand même, quand on parle d'Hitler, on parle pas de fleurs puis de champs de fleurs. Là. On parle de guerre quand même. Puis là, faut pas qu'il soit élu chancelier. Puis bon, il y a d'autres façons de gagner aussi. Puis on va voter des lois. Mais un beau jeu de rôle caché, Secret Hitler. Ensuite, les Best Reprint. Donc les meilleures réimpressions. On a 51st State Master Set. Que j'ai joué une fois, mais ça fait déjà un an quand même, là, au début de 2016. Très bien. Je pense que je devrais rejouer une autre partie là, pour vraiment mieux saisir ce jeu-là, qui est dans la même mécanique que Imperial Settler, que j'ai jamais joué non plus. Donc je trouvais qu'il y avait des aspects intéressants, mais il faudrait vraiment que je rejoue pour me faire une meilleure idée sur ce jeu-là. Il y a aussi Escape from the Alien in Outer Space, Mansion of Madness Second Edition, Arkwright et Robinson Crusoe Adventure on the Curse Island. D'ailleurs, la réimpression qu'on a en notre possession. Très bon jeu, Robinson. On a joué une partie, je crois. Malou en a joué 3. Elle a joué en solo aussi. On va se refaire une partie, c'est sûr. Éventuellement, il y a tellement de scénarios dans cette boîte-là. Puis c'est
Un jeu très le fun, très difficile à gagner. Pour les Best Strategy Games, donc les meilleurs jeux, le meilleur jeu de stratégie, on a A Feast for Odin, Great Western Trail, Sight, Star Wars Rebellion et Terraforming Mars, tous des jeux qui sont aussi nominés pour le meilleur jeu de l'année. Les 3 dernières catégories, donc on a le Best Theming nominé, donc le meilleur thème, Black Orchestra. Oh oui, celui-là j'ai essayé d'ailleurs vous pouvez même l'essayer là, en solo sur Tabletopia. Si vous êtes, vous pouvez créer un account là, c'est gratuit avec Steam. Et puis très cool ce jeu-là. Il faudrait d'ailleurs que je finisse ma partie que j'ai pas encore complétée. Mais très cool Black Orchestra. J'aime la thématique aussi encore là avec thématique Seconde Guerre mondiale avec Hitler aussi. Dans tout ça, très cool. J'ai bien aimé. On essaie de mémoire de pas se faire prendre par justement toute l'équipe autour de Hitler. Puis on essaie de déjouer ses plans si je me trompe pas. Mais faudrait que je revienne sur ce jeu-là. Mais j'ai bien aimé là, quand j'ai essayé le solo. Puis c'est un jeu qui a eu une nouvelle édition en fait cette année. Sur Kickstarter, je l'ai pas supporté parce que le prix était pas très intéressant là, quand je regardais déjà avec la première version. Puis lorsque ça va sortir, je pense que c'est un jeu que j'aimerais bien me procurer. Ensuite, on a Captain Sonar, Role Player, Seafall et Terraforming Mars. Donc ça, c'était la catégorie la meilleure thématique. Finalement, une catégorie que j'aime bien, Best Two Player Game. Et on retrouve le jeu que je vous ai parlé très souvent et qu'on dirait que j'étais le seul à vous parler, mais c'est 13 Days de Cuban Missile Crisis. C'est un excellent jeu. Je vous le recommande fortement. J'adore ce jeu-là, même là, ça fait longtemps que j'ai pas joué, puis j'ai vraiment hâte d'y rejouer. C'est vraiment... j'adore ce jeu-là, thématique, tout. En 45 minutes, on a vraiment de la tension dans ce jeu-là pour pas faire une guerre nucléaire, puis ça arrive ça arrive de temps en temps quand même que ça se produit, puis ça fait la fin du jeu, puis on a mal joué notre stratégie, puis on s'est fait... on a déclaré une guerre nucléaire sans vraiment le vouloir. Donc j'adore ce jeu-là, 13 Days de Cuban Missile Crisis. Il y a aussi Arkham Horror The Card Game, Codex Card Time Strategy. C'est vrai que c'est un excellent jeu à 2 joueurs, même s'il se joue à plus que 2 joueurs. Un jeu que je joue quand même. J'ai joué régulièrement au début de l'année. Là, je recommence un peu à... J'ai rejoué dernièrement aussi. Je ne suis pas très bon. C'est sûr qu'avec la personne avec qui je joue, il est beaucoup plus expérimenté en jeu de cartes, donc ça fait en sorte que j'ai plus de misère vraiment à vraiment remporter une partie. Là. Je trouve ça très difficile, mais bon, peut-être qu'au fil des parties, je vais m'améliorer, bien évidemment. On finit par connaître un peu plus les cartes, puis quelle carte va bien ensemble, quelle faction, on peut mixer aussi des factions ensemble pour pas nécessairement s'aider, mais des fois il y en a qui vont mieux ensemble. J'essaye encore là, certaines combinaisons. J'ai pas assez joué encore, même après une 20-25 parties. Là. Ça prend beaucoup de parties, je pense, pour vraiment développer nos stratégies dans Codex. Il y a les 2 derniers, c'est Star Wars Destiny et Star Wars Rebellion. Et finalement, la dernière catégorie, The Most Innovative Game, donc le meilleur jeu innovant. On a comme nominé, on a Captain Sonar. Effectivement, il y a une belle il y a une innovation quand même dans ce jeu-là. C'est du temps réel, en équipe, contre une autre équipe. C'est du temps réel, mais il n'y a pas nécessairement de temps aussi à battre. Il y a quelque chose quand même de très intéressant dans ce jeu-là. Il y a Clank, qu'on a essayé d'ailleurs. Moi, j'ai bien aimé ce jeu-là. Style deck building, qu'on explore un château avec les underground aussi. Très intéressant, ça fait différent comme deck building. Il y a aussi Millennium Blade. Ça, je pense que j'en ai déjà parlé dans un podcast. Mais quand j'ai joué à ce jeu-là, j'ai vraiment rêvé toute la nuit à toutes les combinaisons de cartes que tu peux faire. Puis ça me tournait dans la tête vraiment toute la nuit, ce jeu-là, Millennium Blades.
Mais j'avais vraiment apprécié l'expérience. Même, c'est vraiment, ça représente en fait un collectible card game comme Magic, je pense un peu dans ce style-là. Mais en temps réel, tu as des phases que tu vas acheter des cartes, tu vas essayer de monter ton meilleur deck possible, le meilleur combo possible. Puis ensuite, tu fais des tournois, puis c'était assez intense, mais j'ai bien apprécié ça. Millennium Blade, puis je comprends pourquoi il se retrouve là dans le Most Innovative Game. Mystic Veil, c'est vrai que c'est innovant, mais pour moi, ça a tombé un peu à plat, ce jeu-là. Peut-être que l'extension rajoute de quoi d'intéressant, mais on dirait que j'ai même pas le goût plus que ça d'y rejouer. Et finalement, Vaste, comme je disais, ouais, très intéressant, des rôles asymétriques. On peut même jouer la caverne, parce qu'on est dans une caverne, il y a le dragon qui à un moment donné, il va se réveiller, puis il va... Mais tout le monde va avoir un adversaire différent, en fait, dans la partie. Et il y a certaines conditions de victoire que faut que tu t'acharnes sur quelqu'un. Fait que c'est pas tout le monde qui s'acharne sur les mêmes personnes. Donc c'est quand même intéressant cette mécanique-là à Vaste. Puis comme je disais, la première partie n'est pas nécessairement évidente, mais je crois que si je rejoue une prochaine partie, je vais être déjà meilleur puis mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est ce qui fait le tour pour les nominés des Dice Tower Gaming Awards. Rapidement, je vais faire les spills de Yares. C'est beaucoup moins long que les Dice Tower. Alors, on a pour le spill, donc le jeu de l'année en fait. Spill qui veut dire jeu. Donc, on a King Domino. Excellent petit jeu. J'adore ce petit jeu-là. J'ai joué à quelques reprises. Puis on s'est les procuré. Ben, enfin, on s'est pas procuré. Vous allez le découvrir tantôt qu'on l'a gagné au Meeple Olympiade. Ensuite, il y a Magic Maze, qu'on n'a pas encore essayé, qui a l'air très intriguant comme petit jeu coopératif. Et aussi Eldorado, que je ne connais pas ce jeu-là. Pour le Kennerspiel, donc le jeu expert, on a Exit das Spiel. Donc c'est Exit de Escape, un jeu de Escape Room qui fait un peu, fait compétition à Unlock, justement. Mais je sais que ce jeu-là, la boîte, les boîtes sont moins chères, je pense une quinzaine de dollars, mais tu vas briser des choses dans la boîte, qui fait en sorte que tu peux pas le revendre ou le rejouer. Donc c'est vraiment une aventure unique. One use, comme on dit. Ensuite, il y a les Pillards de la mer du Nord, un jeu que je connais pas, mais que David, professeur Board Game, parle souvent. Je pense qu'il aime bien ce type de jeu-là. J'ai jamais joué, donc je peux pas commenter plus que ça. Et finalement, Terraforming Mars, qui est aussi en lice pour le Kennerspiel, donc le meilleur jeu expert. Et finalement, pour les jeux enfants, on a Captain Silver, La Forêt Mystérieuse et High School. Donc, je connais juste High School, qui est quand même très cool, avec, comme j'en ai parlé tantôt, une nouvelle façon de jouer au pitch-note, mais les deux autres, je pourrais pas parler plus que ça. Donc, les jeux enfants, c'est pas quelque chose qu'on teste, qu'on va jouer très régulièrement de notre côté. Donc, ça fait le tour aussi pour les spills de Yares. Donc, les nominations pour 2017. Et ça va être dévoilé. Si je ne me trompe pas, c'est en octobre 2017 qu'on va savoir les gagnants. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les nouvelles pour cet épisode-ci. On va passer au sujet principal dès maintenant. On vous parle des Meeple Olympiade 2017. Alors, on est maintenant rendu à parler des Meeple Olympiade et Marilou se joint à moi pour cette section. Bonjour! Alors, parce que c'est un événement qu'on a participé ensemble, puis elle tenait beaucoup à en parler avec moi. Oui. Donc, puis elle pouvait pas pour le reste de l'épisode. Donc, c'est bien qu'on puisse faire cette partie-là ensemble. Alors, description de l'événement un peu. C'était quoi les Meeple Olympiade? Ça a eu lieu le 13 mai dernier. Organisé par le professeur Board Game et toute son équipe de bénévoles. Je pense qu'il prenait beaucoup de monde pour organiser un événement comme ça. C'était une compétition par équipe de jeux de société, donc des équipes de 2 à 4 personnes. Il y avait aussi du jeu libre avec des animateurs pour les temps morts ou pour quoi que ce soit. Et aussi la durée, en fait, c'était une journée de 1h l'après-midi jusqu'à 1h dans la nuit. Donc, c'est un peu le déroulement de l'événement. Et là, on va parler un peu plus en détail de la
compétition, comment ça se déroulait. Oui, donc pour vous décrire un petit peu plus les Meeple Olympiades, comme Jean-Philippe l'a mentionné, c'était une compétition de jeux de société et il y avait 7 différentes épreuves là, de jeux auxquelles il fallait participer en équipe. Il y a certains jeux qu'on jouait toute l'équipe ensemble et d'autres jeux qu'il fallait sélectionner des joueurs là, pour essayer de gagner pour l'équipe. Mm-hmm. Donc nous, quand on est arrivés, on était une équipe de 2 personnes, Jean-Philippe et moi, on s'était inscrits comme ça, mais on a fini par se jumeler avec 2 autres personnes qui étaient des amis de David, le professeur Board Game. Donc on a eu vraiment beaucoup de fun à jouer avec eux. Mm-hmm. On les salue en passant, Guillaume et Marie-Ève, ça a été vraiment cool. Ouais. Donc je vais vous dire un petit peu c'était quoi les catégories là, puis les jeux qui ont été sélectionnés. Premièrement, il y avait les jeux coopératifs. Ça, toute l'équipe jouait ensemble et c'était le jeu Fuse. Ensuite, il y a les jeux de placement de tuiles et le jeu qui a été sélectionné, c'était King Domino. Ensuite, il y avait les jeux de placement de travailleurs et le jeu de cette catégorie était Lords of Waterdeep. Ensuite, les jeux de bluff, c'était Sheriff of Nottingham. Les jeux de recrutement de cartes, c'était Sushigo Party. Ensuite, un jeu en équipe, le jeu Codenames Images. Aussi, un jeu de dextérité qui s'appelle Tumbling Dice. Donc, on va vous parler un petit peu là, de notre expérience et de notre performance dans tout ça, mais je dirais quand même d'entrée de jeu qu'on a assez bien performé puis qu'on est vraiment content. Non, ça a bien été. Fait que pour Fuse... c'était le premier jeu de la journée, oui. Un jeu assez... ça nous met dedans, on a le temps, on a 10 minutes pour désamorcer des bombes. Et ils ont quand même mis à niveau de training, donc c'est le plus bas niveau de difficulté, donc ça aidait quand même. Puis on a fait, il reste encore 2 minutes 27 là, au chronomètre lorsqu'on a désamorcé toutes les bombes, donc ça a quand même bien été, ça commençait bien en force le tournoi. Je pense qu'on était 2e à ce moment-là. Oui, il y a une équipe, je pense qu'il leur restait 3-4 minutes, là, c'était vraiment bon. Là. Ouais. Mais je sais pas s'il y a des équipes qui ont échoué, là, parce qu'au niveau training, c'est quand même pas très difficile, mais ça peut arriver des fois quand on n'est pas chanceux, là, ou qu'on n'est pas capable de bien communiquer dans l'équipe pour répartir les dés. Là. Je sais pas. Si on n'a jamais joué aussi, nous autres, on avait quand même l'expérience. Puis Guillaume, je pense qu'il avait joué à quelques reprises. Il y avait juste Maria, je pense qu'il avait jamais joué. Mais bon, déjà 3 personnes qui avaient déjà joué, ça allait quand même bien. Puis on avait droit à une partie d'essai quand même là, pour que tout le monde parte un peu avec une partie de pratique. Là. Oui. Il y avait au moins ça. Donc ça a quand même bien été pour Fuse. Ça commençait bien. Ouais. Ensuite, c'était rendu le temps de jouer à King Domino et c'est moi qui ai participé à cette épreuve-là. On a joué 2 parties. Dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est que la première partie, il y avait un classement, là, première place, deuxième place, troisième place, quatrième place, puis ensuite, tous les premiers joueurs jouaient ensemble, tous les deuxièmes joueurs jouaient ensemble, et ainsi de suite. Donc, moi, la première partie, je suis arrivée 2e. Ça avait quand même bien été, là, j'étais pas très loin de la première place, là, mais bon, c'était pas suffisant. Donc, j'étais arrivée 2e, et ensuite, j'ai rejoué avec tous les 2e joueurs, puis je suis arrivée encore 2e. Fait que j'étais vraiment due pour être 2e, mais à King Domino, dans le fond, de la façon que ça fonctionnait, c'était vraiment les règles de base, là. Il y avait pas la règle que le château doit être dans le milieu, là. Pour expliquer un petit peu le jeu, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un jeu où on a des dominos qu'on doit placer autour d'une tuile qui est le château. Puis il faut que les territoires qui sont sur les dominos là, adjacents correspondent ensemble, puis il y a comme une multiplication des points, là. Il peut y avoir comme des symboles là, sur les dominos qui comptent comme des points, puis si on réussit à faire la plus grande région avec le même territoire adjacent, là, disons du désert, si on fait le plus grand désert avec le plus de points possible, ça se multiplie ensemble, puis ça fait beaucoup de points. Donc, c'est un peu ça le but du jeu. Puis c'est un jeu qu'on vient d'ajouter à notre collection suite au Meeple Olympiade. Là, mais c'est ça, un jeu très fun qu'on aime beaucoup. Puis j'étais contente d'y participer.
Fait que ça a bien été pour ça aussi. Oui. Fait qu'encore probablement deuxième, quelque chose comme ça, parce que ça dépendait aussi de comment que la deuxième partie allait pour les premiers joueurs. Ouais. J'imagine, je sais pas si ça marchait comment la Ben, répartition des il est arrivé points. premier les 2 fois. Ouais, probablement que ça a quand même bien été pareil, parce que je pense qu'on était encore deuxième après cette épreuve-là, de mémoire. Ensuite, il y a placement de travailleurs, et c'est moi qui ai joué à Lords of Waterdeep. J'avais déjà 2 parties de jouer à mon actif à ce jeu-là, puis à ma table, dans le fond, ils ont fait 2 tables de 5 parce qu'il y avait 10 équipes au total. Ils ont fait le jeu peut jouer jusqu'à 5 joueurs. Je pense que c'est pas plus que 5, si je me trompe pas. Donc il y avait 2 tables, et à ma table, j'ai réussi à terminer 2e au total. Et à ma table aussi, on était 3 qui avaient déjà joué, 2 qui avaient jamais joué. Puis c'est la personne qui avait le plus joué qui a gagné la partie. Moi, j'ai réussi à finir 2e quand même. Ça a bien été. Puis je pense que mon total de points était plus élevé que le gagnant sur l'autre table. Donc au final, ça a quand même relativement bien été pour ce jeu-là. Puis c'était vraiment le fun de rejouer à Lord of Waterdeep. Ça fait longtemps que j'avais pas joué. Mais on n'a pas joué avec l'extension, là. C'était vraiment juste le jeu de base pour pas aussi complexifier la tâche pour ceux qui avaient jamais joué. Ensuite, pour Sheriff of Nottingham puis Sushi Go Party, on n'a pas participé à ces épreuves-là. Puis aussi, c'était comme en même temps qu'on était en train de jouer à d'autres jeux, fait qu'on n'a pas pu vraiment suivre la partie. Mais je crois qu'à Sheriff est arrivé troisième dans sa partie. Puis Sushi Go Party, je ne me souviens plus. Ben, je sais qu'il a gagné sa première partie. Je pense qu'ils ont fait 2 parties, mais je sais qu'il a gagné sa première partie. Je me souviens plus pour la deuxième partie, mais je sais que ça a bien été aussi pour Sushi Go Party. Fait qu'à ce moment-là, je pense qu'on était encore 2e. On a pas mal tout le temps été 2e. Ça a bien donné aussi parce que les 2 personnes avec qui on était, ils connaissaient ces jeux-là. Là. Nous, Sheriff of Nottingham, on n'a jamais joué. Non, c'est ça. Puis Sushi Go, la version Party, non plus. Fait que ça a super bien donné. Nous, on a fait King Domino et Lords of Waterdeep qu'on connaissait. Et eux autres ont fait les jeux qu'ils connaissaient. On a été chanceux là-dessus. Ouais. Puis ensuite, on a joué à Codename Image, ça c'est en équipe. Puis on a été éliminé en première ronde, malheureusement, mais ça avait quand même bien été. C'est juste qu'on a peut-être été un peu... non, je pense qu'on a quand même bien joué, mais l'autre équipe a réussi à remonter, revenir de l'arrière, puis... Il y avait 3 points de retard sur nous, puis on réussi à toutes les faire dans un tour. Ouais. Mais bon, ça... On était sûr qu'on allait gagner, on jouait safe, puis on jouait peut-être un peu ils ont trop remonté. safe. En tout cas, ça a été super le fun comme partie quand même, mais on n'a pas pu jouer la deuxième partie. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que ça aurait été difficile, là. Je parlais, c'était Guillaume qui faisait le maître espion, puis je pense qu'il fallait qu'il agence un samouraï sur un cheval avec une raquette de tennis, puis une usine. Fait que essayer de trouver les similarités là-dedans, ça semblait difficile. Fait qu'il est allé plus safe pour un à la fois. Mais on s'est fait... on n'a pas réussi, mais c'est pas grave. Ça a quand même... celle-là, ça nous a reculé un peu dans le classement. Bon, je pense qu'on restait 2e, mais là, les 3e étaient beaucoup plus proches de nous à ce moment-là. Rendu là, on a eu peur de se faire rattraper. Parce que la deuxième... Ceux-là qui nous suivaient en arrière étaient rendus en finale. Je pense que c'est même eux qui ont remporté... Non, c'est l'autre équipe, finalement. Ils ont perdu en finale, sinon ils nous dépassaient. Mais bon, fait que à ce moment-là. Puis là, après ça, il restait seulement à jouer à Tumbling Dice. Et là, c'est moi et Guillaume qui ont participé. Ça jouait, on envoyait 2 joueurs, puis c'était une table, on était 4 équipes à notre table. Donc 2 joueurs par équipe, donc ça faisait beaucoup de monde. Et puis Tumbling Dice, dans le fond, c'est... faut lancer un dé, puis il y a certains multiplicateurs dépendant de la zone qui tombent, c'est comme des escaliers. Puis on peut tasser aussi les dés des autres, puis ça fait des points. Si on tombe sur la face 6, ben c'est multiplié par le nombre où ce qu'on est rendu. Des fois c'est 2, 3, 4 x 4, mais des fois on peut être dans la zone x4, mais avec un 1, ben ça fait juste 4 points. Mais si c'est un 6, c'est 24 points. On peut pas trop savoir comment ça va tomber, mais... Il y a beaucoup de chance. Mais ça a bien fini la compétition, non, ça. Cool. Là, on était tout autour de la table à vous regarder, puis ça allait quand même pas si pire. Non, on ça a a fini bien été. deuxième, deuxième à notre mais table. les premiers étaient pas mal plus élevés. Ouais, ils étaient plus élevés, mais je pense que ça a bien fini overall. Ouais, pareil, c'était vraiment le fun. On s'est pas fait planter là-dessus.
Donc, pour notre position finale dans le classement, ben vous devez vous en douter, on a fini deuxième. Donc, on est reparti avec une belle médaille d'argent. Ouais. Et faut dire là que David avait vraiment fait faire des belles médailles. Là. Super belles médailles. On est reparti avec ça, là, sont exposées ici dans la pièce Ouais. qu'on enregistre le podcast. Là, sont super belles avec les petits logos des Meeple Olympiades qui étaient vraiment cute. D'ailleurs, je vais la mettre dans l'image là, de l'épisode. Je mets tout le temps une image là, sur le site web. Donc, je vais mettre la photo de ça. Puis sinon, vous pouvez aussi, je pense que j'ai fait on va en parler tantôt, mais je suis parti avec King Domino comme prix. Puis j'ai fait le déballage. Puis j'ai parlé un peu de la médaille. Puis je l'ai montré aussi dans la vidéo. Donc, il n'est pas encore en ligne, mais ça va être éventuellement. Oui. Donc, on pourra enchaîner avec les prix, parce que vu qu'on est arrivé deuxième, on a gagné vraiment des beaux prix. Ouais, ça c'était... C'était vraiment intéressant, là. Dans le fond, nous, on est reparti avec... moi, j'ai choisi un certificat cadeau de 50$ chez Univers Ludo, qui est déjà dépensé au moment où je vous parle. Puis moi, j'ai pris ça, King Domino, puis aussi 25$ chez Lille au jeu, qui n'est pas encore dépensé. Puis Guillaume est parti avec Capitaine Sonore, puis m'arrive avec Formidable, donc quand même des gros jeux. Il y avait des très beaux prix, puis les premiers, je pense qu'ils sont partis avec V Commando, puis Formidable aussi, puis je pense à un petit jeu, peut-être King Domino, je ne sais plus exactement, mais il y avait des très beaux prix. Puis ensuite, il y avait aussi des prix de présence. Oui. Toi, tu es allé chercher Sheriff of Nottingham. Oui, j'ai gagné un prix de présence. Donc là, j'avais le choix parce que j'ai été pigée quand même au début. Fait que j'ai pris le jeu Sheriff of Nottingham, que on n'a pas dans notre collection puis que ça m'intéressait d'essayer. Mais tu sais, je pense pas que je me le serais acheté. Fait que là, j'étais vraiment contente de pouvoir partir avec ce jeu-là. Ça va me permettre de le connaître. Puis moi, j'ai gagné Aether Revolt pour Magic the Gathering. J'ai aucun deck, j'ai aucune carte de Magic. Je sais pas ce que je vais faire encore avec pour l'instant. Je sais qu'on peut jouer quand même avec. Peut-être que je vais l'essayer un jour puis voir qu'est-ce que ça dit Magic the Gathering. Mais j'ai pas vraiment le goût de m'embarquer là-dedans parce que ça coûte beaucoup trop cher. Ça a l'air de coûter cher, Puis j'ai Codex qui remplace pas mal ça à mon avis. Là. Donc, j'ai vraiment pas le goût de m'embarquer dans la même. Non, mais ça peut être le fun de l'essayer. Ouais, c'est ça, juste avoir un petit deck. Ouais, c'est ça, juste avoir un petit deck pour l'essayer, voir qu'est-ce que ça dit. Ça dit dessus qu'on peut jouer avec. Donc, les règles sont toutes dedans, puis tout est là. Bon. Puis aussi, là, on disait qu'il y avait beaucoup de prix de présence. Là. Je pense qu'à peu près le 3/4 des gens repartis avec au moins un prix au final. Donc, c'est quand même très bien. Plus que bien. Excellent. Donc, c'est vraiment rempli de prix pour cette première édition des Meeple Olympiades. C'était le fun parce que, tu sais, comme mon jeu Sheriff of Nottingham que j'ai pris, c'est un jeu qui a été utilisé pour jouer à la compétition. Ouais, c'est ça. Fait que il était déjà déballé, mais tu sais, il était neuf, là. Ouais, c'est ça. Fait que avec King Domino aussi, c'est ça qu'ils ont fait, là. Ils ont acheté des jeux parce que ça prenait plusieurs copies pour jouer, puis après ça, ils ont fait tirer. Fait que c'était vraiment le fun, là. Comme ça, il n'y a pas de jeu inutilisé. Tu sais, tout le monde en repart avec, puis est content. Non, c'est ça. C'est vraiment parfait. Ça permet l'année prochaine peut-être d'acheter d'autres jeux pour pouvoir jouer à d'autres choses. Ouais, c'est ça, ils vont faire d'autres... j'imagine ils vont changer les jeux pour la compétition, puis ils vont faire ça encore super bien. J'en suis convaincu que ça va être super bien aussi, même encore mieux pour la seconde édition qu'ils ont prévu faire. Puis aussi, pendant la journée, là, entre les épreuves, des fois, il y avait un peu de temps ou des fois, tu sais, on avait joué à un jeu puis on rejouait pas du reste de la journée nécessairement. Fait que il y avait du temps libre pour jouer à des jeux. Puis il y avait une belle collection de jeux là, sur place qui était accessible. Là. Beaucoup de gens avaient amené des jeux. Puis c'était très bien organisé. Là. On pouvait comme aller emprunter un jeu puis ils prenaient notre numéro de participant pour qu'on le ramène par après. Donc on a pu jouer à quand même pas mal de jeux. Le premier là, que je vais mentionner, c'est Cottage Garden, un jeu de placement de tuiles un peu similaire à Patchwork, mais qui peut jouer à plus que 2 joueurs. Donc on crée un espèce de jardin avec des plates-bandes, différentes sortes de plantes. On peut aussi mettre des chats, des petits jetons chats qui sont vraiment mignons.
et d'autres affaires là pour faire des points. Puis il fallait dans le fond compléter notre parterre. Ouais. Puis une fois qu'il était complété, ben, on faisait des points en conséquence avec les pots de fleurs et les cloches qu'il y avait dessus. Là. C'est quand même, c'était assez simple. Ouais. Peut-être trop simple, à mon avis. Ben, faut dire qu'on n'a pas eu le temps de finir la partie non plus. Il fallait ouais. aller jouer à je sais plus ça. Quoi. Là, mais... À Codename, je pense. Ouais, il fallait y aller tout de suite. Ça pouvait pas attendre. Fait qu'on n'a pas eu le temps de finir notre partie. Mais... Ouais. Puis il faut dire, on a eu, justement, comme bénévole, il y avait aussi Martin puis sa conjointe de zone de jeux de société qui étaient là, puis c'est avec eux qu'on a joué à Cottage Garden, puis on a pu les rencontrer pour la première fois, c'était vraiment très cool aussi, de jouer avec eux, puis donc sur Cottage Garden, on n'a pas eu le temps de finir, mais... ça faisait longtemps qu'on voulait l'essayer, fait qu'on a vu un peu c'était quoi. Mais moi non plus, j'ai pas été épatée. Ouais, c'est ça. Tandis que Martin, il vient de faire une vidéo sur YouTube là, qui parle des jeux qu'il a joués durant les Meep Olympiades. Puis il mentionnait ce jeu-là, puis il disait qu'il avait vraiment été impressionné, puis qu'il avait vraiment aimé ça. La perception a été vraiment différente. Nous, c'est ça. Ouais. Je trouvais que c'était trop répétitif. C'était tout le temps la même chose. On allait chercher une tuile, on la plaçait. Pas beaucoup de stratégie au niveau des points. Là. Parce qu'on pouvait pas bloquer nécessairement les autres, parce que la façon que tu allais chercher les tuiles, on tassait tout le temps le dé, là, c'est une espèce de gros parterre, puis on bloquait pas la personne suivante qui allait chercher une autre tuile. Donc, tandis qu'à Patchwork, des fois, tu es capable de bloquer l'autre, puis d'y voler sa tuile qui a vraiment besoin. Là, c'était comme pas vraiment non plus, fait que ça pouvait arriver à long terme, mais tu t'en rendais pas compte si tu t'avais volé parce que ça revenait. Puis souvent aussi, il fallait remettre des tuiles là, quand il y avait des rangées ou des colonnes de vide. Là, je sais plus trop à quel moment, mais il fallait comme remplir. Fait qu'il y avait plein de nouvelles tuiles qui arrivaient. On voyait à l'avance c'était quoi, mais tu sais, c'était dur de planifier en fonction de ça. Là. Ouais. C'est correct. Faudrait que je réessaye probablement, mais on dirait que j'ai pas plus le goût que ça. De rejouer à Cottage Garden. Je trouvais que on vous a parlé, j'ai parlé dans le dernier épisode qu'on avait joué à Barron Park au jeu au bout qui était plus intéressant dans le même style avec des tuiles qu'on place sur des parterres. On se battait vraiment. Puis on se battait pour les tuiles, puis il y avait plus un aspect interactif intéressant, puis ça c'est similaire parce que c'est à peu près des carrés de la même dimension qu'il fallait remplir au complet. Donc en tout cas, c'est ça pour Cottage Garden. Ouais, ben dans le fond, on est content de l'avoir essayé, mais je pense pas qu'on va l'acheter. Là. Non, je pense pas non plus. J'ai aussi joué avec Martin, sa conjointe, puis aussi Jonathan de Ludol à Potion Explosion. Mais j'en parle plus tard là, dans la fin de l'épisode. Là, c'est mon expérience de jeu de cet épisode-là, donc Potion Explosion. Donc j'en parlais plus en détail tantôt, mais ça a été une partie très enlevante qui a été remportée par la conjointe de Martin, Hélène, qui a remporté cette partie quasiment haut la main. Là, avec quand même de l'avance un peu. Puis je pense que Martin a fini deuxième, j'ai fini troisième et Jonathan quatrième. Oui, donc pendant que tu jouais à ce jeu-là, moi j'ai eu l'occasion d'essayer Justice League Hero Dice. C'est un jeu qui est basé sur l'univers des héros de DC Comics. Donc moi dans la partie que j'ai jouée, il y avait Batman, Superman, Green Lantern et Flash. Et dans le fond, la manière que ce jeu-là se présente, c'est pas une grosse boîte avec plusieurs héros dedans. C'est tout plein de petites boîtes qu'on peut acheter. Je sais pas s'il y en existe plus là, que les 4 héros que je vous ai nommés. Mais dans le fond, on achète une boîte, c'est un héros. Donc moi, j'avais Superman. Donc j'avais dans la boîte là, les cartes de Superman, les dés de Superman et un petit livret de règlement qui disait comment ça fonctionne jouer avec Superman. Donc j'aurais pu jouer en solo à ce jeu-là avec ma boîte de Superman si je voulais, mais si j'ai d'autres amis qui ont aussi leur boîte avec différents héros, on peut se mettre ensemble pour jouer de manière coop au jeu. Donc nous, c'est ça qu'on a fait à 4 joueurs. Et le jeu en tant que tel, ça m'a fait penser un peu à Legendary Marvel. Il y a des vilains sur la table qu'il faut essayer de battre. Il y a une ville à protéger qui peut comme accueillir un certain nombre de méchants, mais pas trop. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller battre les vilains, puis on peut se mettre ensemble avec d'autres joueurs pour essayer de battre ces vilains-là. Il faut essayer d'avoir le nombre requis de hits pour pouvoir les tuer pour qu'ils s'en aillent, pour s'en débarrasser. Donc c'est pour ça que ça me faisait penser un petit peu à ça, mais ça se joue avec des dés
Et il y a aussi quelques cartes qui nous indiquent quels pouvoirs spéciaux on a. Puis quand on a utilisé le pouvoir, on vire la carte, mais le jeu se joue avec les dés, là, pas avec les cartes. C'est pas un deck building. Non, c'est vraiment juste pour dire qu'on a tel pouvoir puis qu'on peut les utiliser. Ok, ça a l'air cool comme petit jeu. Donc c'était pas mal ça, c'était vraiment le fun. Puis j'aimais vraiment le concept là, de la petite boîte, tu sais, chacun arrive avec sa boîte, puis on joue, puis... c'est cool. Ouais, c'était vraiment sympathique. Ensuite, dans un petit court laps de temps on avait une petite attente, on a joué à Rhino Hero. Oui, c'était drôle ça. Le petit jeu de dextérité avec un mélange un peu de Uno là-dedans, là, parce que tu sais, dans le fond, les cartes que t'as, tu peux... comment ça fonctionne, c'est qu'on construit une tour de cartes. Puis il y a un petit rhinocéros là-dedans, Rhino Hero, je sais pas comment il l'appelle, en tout cas. Puis lui, des fois, il y a des cartes ça nous oblige à le déplacer. Donc, il fallait le chercher dans sa petite cabane, le monter sur l'autre étage. Puis la façon que ça fonctionne, c'est à notre tour, on va placer une carte de plancher, puis ensuite, on va placer 2 cartes de mur, ou des fois, c'est une carte de mur. Puis ensuite, on replace... Ou on place 2 cartes de mur, puis ensuite on place un plancher. Des fois sur le plancher, il y a des habilités spéciales. Ça veut dire l'autre joueur va passer son tour, etc. Comme un peu le Uno, là, piger une carte, ou on tourne de bord, etc. Là. Donc c'est un peu le principe du jeu. Puis le but c'est de se débarrasser de ses cartes. Ouais, de se débarrasser de ses cartes, parce que dès que la tour s'effondre, c'est lui qui a le moins de cartes en main qui gagne. Donc c'est pas nécessairement lui... T'as beau faire... tu peux faire tomber la tour et gagner, parce que tu pourrais avoir moins de cartes en main. En tout cas, à moins que dans les règles, ça soit écrit autrement. Mais en tout cas, nous autres, on l'a joué comme ça. Là. On n'est pas allé plus dans les détails. C'était quand même très drôle comme petit jeu. Oui, c'était drôle. Puis on a réussi à faire quand même des tours assez hautes. C'était impressionnant. Mais à un moment donné, là, c'est plus stable pantoute. Non, c'est moi qui ai fait tomber la tour les 2 fois. Ensuite de ça, on a joué aussi au jeu mot pour mot. C'est un jeu dans lequel il y a comme un plateau avec différentes lettres, puis c'est un souk à la corde pour s'approprier les lettres. Il faut essayer de pouvoir les tirer vers nous. Puis comment qu'on fait pour les tirer vers nous? Ben, c'est que à chaque ronde, on pige une carte, et sur la carte, ça va être une catégorie. Par exemple, je sais pas, là, nourriture ou je sais pas quoi. Puis là, il faut répondre un mot qui rentre dans cette catégorie-là et essayer d'utiliser le plus de lettres possible qui sont dans le milieu de la table. Quand on utilise les lettres en faisant le mot, ben on peut les tirer vers nous. Fait que là, on dit, mettons, nourriture, moi je dirais pomme. Ben là, on épelle le mot pomme, P-O-M-M-E. Donc on peut avancer la lettre P une fois, la lettre O une fois, la lettre M 2 fois, et ainsi de suite. Et quand on réussit à les faire sortir dans le fond du plateau, ben on se les approprie. Puis le but, c'est d'en avoir... je pensais 7, ok. 6. Quand on a 6, on gagne. C'est très simple, puis c'est très le fun. Oui. J'ai bien aimé ça. Puis il y a un petit facteur temps aussi là-dedans. Il y a un petit sablier. Il y a un petit sablier, évidemment. Là, à un moment donné, il faut décider, là, parce qu'on pourrait chercher un mot vraiment long, mais tu sais, des fois, ça nous vient pas. Fait que là, il faut décider un mot, puis il faut aussi se laisser du temps pour l'épeler. Puis il faut pas faire de faute. Fait que si on voit l'autre équipe faire une faute, ben là, on peut les contester. Puis on peut aussi contester que le mot qu'ils ont dit, ça rentre pas vraiment dans la catégorie. Donc, il y a un petit peu de chicane, de saine compétition. Faut être attentif à ce que les autres disent là, pour essayer de les empêcher de tirer les lettres vers eux. Je pense que tu as aussi joué à Animal on Board, ça se peut-tu? Oui, j'ai joué à Animal on Board avec Katia et Patrick de Univers Ludo. On les salue également. C'est un petit jeu où on a une arche devant nous, comme une espèce d'arche de Noé. Et il y a des petites tuiles d'animaux dans le milieu de la table. Donc, à notre tour, on a le choix entre séparer les animaux. Ça veut dire faire 2 groupes d'animaux, on peut mettre ce qu'on veut dedans. On peut faire ça, ou on peut prendre au complet un groupe d'animaux et le mettre dans notre arche. Mais pour prendre les animaux, il faut avoir de la nourriture. Donc, il faut être capable de payer avec de la nourriture. Puis, la nourriture, dans le fond, on l'a en faisant les groupes. Donc, on sépare pour essayer d'aller chercher de la nourriture. Puis là, quand on est capable d'aller chercher un groupe, on paye avec la nourriture qu'on a accumulée.
Puis ce qui est spécial dans ce jeu-là, contrairement à l'Arche de Noé, ben on veut pas avoir 2 animaux pareils de la même espèce. Okay. Il faut essayer d'en avoir soit plus que 2 ou juste un. Okay. 2 à 2, on fait 0 point. OK. Je crois. En tout cas, vraiment pas beaucoup de points. Tandis que si on en a plusieurs, ben là, on va faire plus de points. Okay. Mais c'est quand même dur d'aller chercher beaucoup d'animaux de la même sorte. Okay. Puis il y a aussi des animaux dans la même espèce qui valent plus que d'autres. Là. Je me souviens plus c'est quoi la valeur des points. Mais, tu sais, mettons, on pourrait décider d'aller chercher tous des animaux différents qui valent le plus de points. Il me semble que c'était 9 points, si je me trompe pas. Fait qu'on pourrait en avoir plein qui valent 9 points. Ou on pourrait en avoir des groupes qui valent un petit peu moins. Puis, dans le fond, c'est Patrick qui a gagné la partie. Puis lui, il a gagné avec la stratégie d'aller chercher juste des animaux à l'unité. Okay. Puis, qui valaient beaucoup de points. Donc, il a Okay. gagné, il a vraiment fait un bon score. Okay. Puis nous, on l'a pas vu faire. Okay. Puis pour moi, ben ça a pas super bien été, là. Au début, j'avais comme... Katia m'avait expliqué qu'il fallait pas que j'en aie 2 de la même sorte. Mais là, j'essayais de me faire des groupes, puis à un moment donné, je l'ai comme oublié, fait que je suis restée à la fin avec, je pense, 2 groupes de 2 animaux pareils. Il aurait fallu que j'aille en chercher au moins un autre pour pouvoir faire des points avec, mais je m'en suis rendu compte trop tard dans la partie. Mais c'est quand même pas évident de prévoir comment les gens vont faire les groupes. OK. Fait que c'était vraiment le fun. C'était ça. vraiment cute comme jeu. Je pense que ça attirait des enfants, mais... Pas un achat pour toi, non? Pas nécessairement. Faudrait peut-être que je le rejoue. Ouais, okay. C'était le fun, c'était sympathique, mais je jouerais peut-être pas à toutes les semaines. C'est bon. D'accord. Puis ensuite, on a essayé aussi Paperback. Oui. Paperback, c'était cool ça, même si c'était tard. C'était peut-être pas le meilleur jeu pour l'heure qu'il était, mais c'était vraiment bien Paperback. Un jeu, en fait, pour l'expliquer, on va être des écrivains, en fait. Ouais. On veut essayer d'écrire des nouvelles, mais en fait, c'est un deck builder où on va recruter des lettres dans notre paquet de cartes. Et avec ces lettres-là, en fait, comme tout bon deck builder, on va piger 5 cartes à notre tour. Des fois, certaines cartes vont nous permettre d'en piger plus. Et avec les cartes qu'on a dans nos mains, il faut faire un mot. Et on a aussi une lettre commune. Si on fait un mot d'une certaine longueur, avec cette lettre commune-là, on gagne cette lettre-là qui nous donne des points à la fin. Sinon, avec la valeur d'achat qu'on a, de scènes qu'on peut dépenser, ben on peut acheter des nouvelles que eux vont nous donner une lettre joker, un peu, n'importe quelle lettre, qu'on va l'utiliser dans notre paquet, mais c'est aussi des points pour la fin de partie. Puis c'est pas mal les 2 façons de faire des points au cours de la partie. Et dès que ça se finit, je pense que c'est quand il y a 2 paquets de nouvelles qui sont vides ou qu'il n'y a plus de lettres communes et que dans le fond on prend tout notre paquet de cartes et on compte les points qu'on a accumulés au cours de la partie. C'est quand même assez sympathique. J'ai bien aimé ça, moi, ce petit jeu-là. Moi aussi, j'ai bien aimé ça, mais c'était quand même difficile de faire des mots assez longs. Ouais. C'est sûr que là, nous, on a joué en anglais parce Ouais. que le jeu était en anglais. Je sais pas s'il est traduit en français, ça m'étonnerait parce que ça changerait tout. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que les mots en anglais, ça nous vient moins facilement que des mots en français. Là. Ouais, c'est ça. Surtout les longs mots, des fois, ça... Puis je trouvais que avec les lettres qu'on a eues de disponibles sur la table pour aller chercher, on dirait que c'était souvent les mêmes, là, souvent des D puis des N, puis on avait pas même de voyelles. C'était comme plus dur un peu. Souvent, la lettre commune, c'est une voyelle, ce que j'ai compris. Puis après ça, t'as un petit paquet de voyelles que tu peux acheter, mais il y en a limité, mais c'est one use. Fait qu'une fois que tu l'as utilisé, tu ne reviens pas dans ton paquet. Puis sinon, c'est souvent des consonnes. Puis quand il y a des voyelles, je pense, sont mixées avec une autre lettre. Donc ça va être des combinaisons comme ça sur une carte. Ça te permet de faire des plus longs mots, mais t'es un peu limité aussi. Faut être de l'inspiration. Puis il était comme 1h du matin, quelque chose comme ça. Non, peut-être minuit. Puis ça nous aidait pas à faire des bons mots, mais bon, moi j'ai bien aimé ça quand même. Comme deck builder, j'ai apprécié cette mécanique-là avec ce jeu-là. Je trouvais que ça faisait différent de battre des monstres. C'est ça. On faisait des mots. Ouais. Puis ça, comme tu disais, je pense on pourrait jouer en français avec ce jeu-là. Par contre, des fois, il y a des combinaisons de lettres. Les lettres qui sont combinées ensemble là, sur les cartes qui sont moins intéressantes, je pense, pour des mots en français.
Ouais, Mais il y a c'est quelqu'un qui nous a possible, dit là. aussi que pour se faciliter les choses, il jouait en anglais et français. Jouer bilingue, ouais. C'est le mot qui te C'est vient. quand même J'avoue. une bonne idée. Là. Ouais, je pense que ça serait une bonne idée une prochaine. Si on rejoue une autre fois, je pense que je ferais ça aussi. Là. Tu te donnes un large éventail de mots possibles, puis c'est ça le but du jeu de toute façon. Là. Parce que moins tu fais de mots longs, ben plus la partie va être longue parce que tu seras pas capable d'accumuler assez d'argent pour acheter des nouvelles ou faire des mots longs. Fait que... Donc c'était Paperback. Bien aimé cette première partie de ce jeu-là. Et finalement, on a aussi joué à un jeu que je voulais essayer depuis très longtemps, un jeu de rôle caché, Secret Hitler. Très cool, Secret Hitler. J'ai aimé ça. Donc, dans le fond, il y a des joueurs qui incarnent les fascistes, il y a un joueur qui est Hitler, il y a aussi d'autres joueurs qui sont libérales. Au début de la partie, les fascistes, ils se connaissent entre eux. Le nombre de joueurs qu'on était, Hitler ne connaissait pas ses fascistes, donc il ne savait pas qui étaient ses alliés. Il y a plusieurs façons que les fascistes gagnent. Dans le fond, si à partir... en fait, juste avant, il y a à chaque tour, on va voter pour une loi. En fait, voter pour un chancelier. Puis ensuite, si le chancelier est élu, il va y avoir une loi qui va être passée. Et cette loi-là, si elle est libérale, ça donne de l'avance aux libérales pour gagner la partie. Si je pense qu'ils ont complété 5 lois libérales, c'est eux qui gagnent. Par contre, les fascistes, eux autres, il faut qu'ils complètent 6 lois fascistes pour gagner. Par contre, si à partir de la 3e loi fasciste, si Hitler est élu chancelier, les fascistes gagnent automatiquement. Et si il y a une autre façon aussi que les libérales peuvent gagner, c'est si à partir, je pense, de la 4e loi fasciste, quelque chose comme ça, le président va pouvoir tuer quelqu'un. Et si le président, qui par exemple serait libéral, tue Hitler parce qu'il sait c'est qui, ou par chance, les libéraux vont remporter la partie. Donc il y a plusieurs façons comme ça de gagner, mais c'est vraiment un jeu de rôle caché où on va s'obstiner un peu, on va tenter de découvrir qui est qui, mais on peut mentir, on peut dire la vérité, mais des fois on se fait pas croire. Fait que, on essaie de convaincre les autres qu'on est libéral. On n'essaiera pas de dire qu'on est fasciste. Tout le monde est libéral en théorie. Que telle personne est fasciste ou que telle personne est Hitler. Non, c'était vraiment très bien, mais finalement, moi et Marie-Lou, on était libéraux, puis finalement, c'est les fascistes qui ont gagné cette partie-là. Hitler, je savais pas c'était lui. Je pense que c'était Guillaume qui était Hitler dans cette partie-là. On a joué à combien? On était 7, je pense. 7. Ce jeu-là se joue jusqu'à 8 ou 9, si je me trompe. Je pense jusqu'à 8. Mais c'était vraiment très bien, j'ai bien aimé ça comme première partie, puis le jeu en tant que tel était de superbe qualité, là. C'était la version de luxe, là, bien sûr, mais c'était vraiment très bien fait. Puis moi j'ai le print and play que j'ai imprimé, mais que j'ai jamais joué, mais je pense que je vais le réessayer, c'est sûr, éventuellement. Maintenant qu'on sait jouer, ça me donne une meilleure idée, là. Ça peut être vraiment le fun. Là. Supposément qu'il est bon à 5-6 joueurs aussi, fait que ça serait intéressant aussi de le réessayer éventuellement, parce qu'avoir 7 ou 8 joueurs, c'est plus difficile des fois de notre côté d'avoir tout ce monde-là pour jouer. Puis non, j'ai bien aimé la première partie de Secret Hitler, c'était vraiment très le fun. Ouais, puis les gens avec qui on jouait, ils étaient plus habitués de jouer aussi. Il y avait comme leur inside aussi entre eux. Lui, c'est un fasciste. Il est toujours fasciste. C'était drôle. Ouais, c'était drôle. Puis il y avait quelqu'un qui essayait vraiment comme de me dire qu'il était libéral puis tout ça. Puis là, au début, je faisais confiance, mais là, à un moment donné, je faisais comme plus confiance parce que je trouvais qu'il en mettait trop, tu sais. Fait que j'étais là, faut que je me méfie, mais finalement, j'aurais dû continuer de lui faire confiance, on aurait peut-être pu gagner, mais... à un moment donné, là, j'ai eu des doutes. Puis tu sais, en tant que nouveau joueur, ben, tu veux pas non plus te faire avoir, fait que t'es un peu plus sur tes gardes, puis tu veux pas trop parler, là. Non, il y a toutes sortes de façons de jouer. Tu peux parler beaucoup, tu peux vraiment être discret. Des fois, si tu parles trop, ben là, c'est justement, lui, il parlait peut-être trop pour toi, puis là, tu venais à douter. Il y en a un qui va envoyer chier. C'est la façon qu'on vote les lois, c'est que le président va chancelier, je crois que c'est le chancelier qui reçoit 3 cartes. Il décide d'en passer 2 au président, en tout cas au vice-versa. Là. Et puis, à ce moment-là,
le président ou chancelier, dépendant si je suis correct dans mes règles, va choisir une des deux, mais ça se peut que le chancelier lui ait donné deux lois libérales. Ben, dans ce cas-là, ben, il n'y a pas de choix. Mais là, l'autre, il peut dire, ben, j'y ai donné le choix. Mais moi, j'avais pas le choix, finalement. Fait que, c'est un peu de même que ça va jouer, ce jeu-là. Puis finalement, ben, c'est ça. Faut se fier à ce que les gens nous disent, si on les croit ou si on les croit pas. Donc, c'est comme tout bon jeu de rôle caché. Là. C'est un peu ça, c'est un mind game, un peu. On va jouer dans la tête des gens. Donc, c'était ça pour première partie de Secret Hitler. J'ai bien aimé ce jeu-là. Et ça fait le tour aussi pour ce qui est des Meeple-Olympiades. Je pense qu'on a fait le tour de l'événement en tant que tel. C'était vraiment super bien organisé. C'était très cool. Toutes mes félicitations à David. Là, franchement, il a vraiment toute bien son fait équipe ça. aussi, ça paraissait pas que c'était la première fois. Ouais. Toute l'équipe de bénévoles, ça a vraiment aidé grandement. Je pense que c'était vraiment superbe comme événement. Il y avait toujours quelqu'un qui était là pour les jeux aussi, pour surveiller les jeux, les compétitions, l'animation aussi, conseiller des jeux. Il y avait tout était là, c'était super bien. La nourriture aussi pour là. Le super beau gâteau aussi fait par la conjointe de Martin, de Zone de jeux de société, donc Hélène, qui avait fait le super beau gâteau Meeple orange. C'était super beau, super bon aussi. Oui, très bon. Donc c'était vraiment très cool. Puis tu sais, ça coûtait 20$ s'inscrire, puis on est reparti avec plus que 100$ de jeu, donc c'était... Non, le voyage à Sorel a valu la peine en masse, là. C'est sûr que c'est pas à côté de chez nous, mais on était vraiment contents d'être allés, on a vraiment eu une bonne journée. Ouais, c'était vraiment très bien, puis c'est sûr qu'on va retourner l'année prochaine. Oui, j'espère vraiment que David va en faire une deuxième édition, mais je pense que tout le monde lui a demandé. Puis je pense que c'est pas mal sûr, en tout cas, à moins de on sait jamais, mais c'est sûr que ça serait... C'est sûr qu'on va reparticiper, puis on va viser l'or cette fois-ci. Ouais. Faut pas aller en bas de la deuxième place. Non, faut garder notre titre au moins. Ouais. Donc, c'est ce qui fait le tour pour les Meeple-Olympiades 2017. Oui. Et je vais te laisser terminer l'épisode. Moi, je ne peux pas rester malheureusement, mais... Bonjour tout le monde, bien contente d'avoir pu vous retrouver là, pour cette partie-ci du podcast et on se revoit dans un futur épisode. Oui, bye bye à toi et moi je continue avec les nouveaux achats qu'on a faits. Alors, pour la section de nos derniers achats, qu'est-ce qu'on a acheté? En fait, on a acheté, mais on a aussi gagné des jeux justement au Meeple-Olympiade. On a tout d'abord remporté le jeu King Domino, qui est un excellent petit jeu. J'en ai parlé aussi en début d'épisode dans les nominations du Speed de Yares. Très bon petit jeu de placement de tuiles. J'adore ce petit jeu-là. Ensuite, on a aussi Sheriff of Nottingham, un jeu qui ça fait un petit bout que je voulais essayer, puis Mario a décidé de le choisir dans les prix de présence. Donc, c'est le prix de présence qu'elle a gagné au Meeple-Olympiade. Ensuite, Site Invaders from Afar. Moi, je vous ai dit justement tantôt que je me l'étais procuré et j'ai fait un déballage, mais je ne l'ai pas encore mis en ligne. Ça va venir éventuellement. Il y a aussi Covered. Ça, c'est le jeu que Marilou s'est acheté, en fait, avec l'argent gagné lors des Meeple-Olympiades. C'est un prix qu'elle avait gagné, 50$ de rabais chez Univers Ludo. Et elle l'a utilisé pour acheter Covered, qu'on a essayé d'ailleurs aux Journées ludiques de Québec. Et très cool comme jeu. J'ai bien aimé l'aspect de... On va chercher des cartes pour compléter des missions, des enquêtes. On va se déplacer sur le terrain pour des fois remplir certaines des missions. Donc très cool Covered. Et les trois derniers sont des achats au Bazar des Journées ludiques de Québec. On a acheté Avalon, Dungeon Roll et Pocket Sports Golf. C'est Marilou qui a dépensé au Bazar. Puis elle a trouvé ce petit jeu-là, Pocket Sports Golf, qui est un petit jeu de dés de golf en fait, que j'ai essayé, mais bon, je trouve que c'est trop de la chance avec les dés, ça détermine la distance que tu frappes. Puis il manque un peu de contrôle sur ce que tu peux faire. Donc c'est correct, mais sans plus. Là, pour 5$, je pense que c'est ce que ça vaut. Ça vaut pas plus que ça.
Peut-être je vais le ressortir. Je pense que ça peut bien se traîner par contre dans un voyage, faire une petite partie de golf. Ça peut être intéressant, mais à la maison, je suis pas sûr que je vais y rejouer. Donc ça fait le tour de nos derniers achats / aussi les prix qu'on a gagnés. Donc les jeux qu'on a reçus en cadeau. Pour l'expérience de jeu, j'en ai parlé en début d'épisode, ça va être le jeu Potion Explosion. Un jeu d'ailleurs qu'on a acheté en fait au Jab, mais que j'ai pas encore joué avec ma copie. J'ai seulement joué justement au Jab et aussi au Meeple Olympiade. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de Stefano Castelli, Andrea Crespi et Lorenzo Silva, des éditions Horrible Games et Cool Mini or Not. C'est un jeu qui va se jouer en 30 à 60 minutes et 8 ans et plus, et d'une complexité selon Board Game Geek de 1.72 sur 5, donc un jeu assez léger, pas très complexe bien évidemment, là, c'est un jeu assez familial. Donc le but, ça va être de compléter des potions pour faire le plus de points possible. Un autre jeu, il faut faire le plus de points possible. C'est très rare. Ensuite, on doit récupérer des ingrédients, en fait, dans le distributeur super beau. On va créer, comme je disais, en fait, on crée des explosions pour récupérer plus d'ingrédients, puis ensuite on complète des potions. Mais donc, plus on récupère d'ingrédients, plus on complète nos potions rapidement. On va réaliser des ensembles de potions identiques ou différentes pour récupérer des jetons de mérite qui vont un peu déterminer la durée de la partie, parce que lorsqu'il n'y en a plus, il y a un nombre déterminé qu'on place au départ. Lorsqu'il n'y en a plus, c'est la fin de la partie, on termine le tour actif. Donc pour aller un petit peu plus dans le détail, pour un tour de jeu, donc c'est un jeu qui va se jouer en tour par tour. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre tour? On peut récupérer un ingrédient. Ça va provoquer des explosions qui vont nous permettre d'aller chercher plusieurs ingrédients. Donc, lorsque des billes de même couleur frappent ensemble, lorsqu'on déplace qu'on prend un des ingrédients, on peut récupérer ces billes-là. S'il y en a d'autres encore qui frappent de la même couleur ensemble, il y a une autre explosion, et ainsi de suite. Donc, des fois, on peut récupérer beaucoup d'ingrédients. Des fois, même trop, qu'on est obligé de remettre dans le réceptacle. On peut aussi, à notre tour, boire une ou des potions. Donc, des potions qu'on a complétées, on peut ensuite les boire, puis on a chacun des effets uniques. Je pense qu'il y a 8 différents types de potions dans le jeu qui vont nous permettre des fois d'aller chercher, puis on peut les jouer avant de prendre notre ingrédient qu'on doit prendre dans le tour, puis des fois ça nous permet d'aller chercher justement d'autres ingrédients. Par contre, il n'y a pas d'explosion qui est provoquée, mais des fois ça peut nous permettre de planifier une explosion qu'on peut faire par la suite avec notre ingrédient du tour. Donc faut bien jouer ces potions. C'est quand même, je pense, un des aspects du jeu qu'il faut maîtriser si on veut faire plus de points possibles, plus d'ingrédients à chaque tour pour vraiment compléter plus de potions, parce que les potions ont chacun des points dépendant de leur niveau de difficulté. Et finalement, dernière chose qu'on peut faire dans le tour, c'est demander de l'aide du professeur. Ça va nous coûter 1 point à la fin de la partie. Par contre, ça nous permet d'aller chercher une autre bille qui ne crée pas d'explosion, mais des fois ça peut nous permettre de compléter une potion et de justement pouvoir aller en chercher d'autres pour notre prochain tour. Parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'à notre tour, on a toujours 2 potions devant nous. Donc même si on récupère des tonnes et des tonnes d'ingrédients, on ne pourra pas compléter plus que nos 2 potions dans notre tour. Puis c'est seulement à la fin de notre tour qu'on va récupérer les potions qui nous manquent devant nous. Donc pour toujours avoir 2 potions en train d'être complétées à notre tour. Donc comme je disais tantôt, la fin du jeu, c'est lorsqu'il n'y a plus de jetons de mérite. On termine le tour actif et on cumule les points des potions, des jetons de mérite. Je pense que c'est 5 points si je ne me trompe pas par jeton, et aussi on soustrait des jetons de professeur, donc les négatifs qu'on a accumulés dans la partie. Et lui, avec le plus de points, bien évidemment, remporte celle-ci. Donc, comme vous l'avez vu dans la description du jeu, c'est vraiment très simple, ça s'explique très rapidement. C'est un jeu avec des super belles composantes de qualité. Les billes, c'est super beau, avec le petit réceptacle distributeur de billes. Vraiment très bien fait. D'ailleurs, j'ai fait un déballage, là, si vous voulez aller voir un peu les composantes du jeu. Je vous invite à aller voir ça. Le jeu est super attrayant, c'est coloré, la boîte
est super coloré, c'est vraiment beau. Je pense que ça va aussi... les enfants, je pense qu'ils vont aimer ça justement parce que c'est très coloré. Les potions aussi, il y a beaucoup de couleurs là-dessus. Très simple à comprendre, puis en même temps, ça peut être le fun. Tu vas chercher une bille, puis ça te tape ensemble, puis t'es tout content. Ah, une chaîne que j'ai réussi à faire, que je vais pouvoir aller chercher plus de billes. Donc, très, très bien pour ça. C'est très familial. Mais on peut aussi jouer entre joueurs avertis et avoir beaucoup de plaisir aussi. Il y a quand même un peu de stratégie avec la sélection des potions, si on veut en faire des plus difficiles, des plus simples, pour collecter plus d'ensemble de potions, puis faire des points de mérite et aller faire avancer la partie plus rapidement. Donc, il y a cet aspect-là qu'on peut un peu jouer un peu là-dessus. Sinon, on peut prendre des potions plus payantes, mais d'en faire peut-être un peu moins, mais quand même réussir à remporter la partie. Donc, quelques petites stratégies qui sont possibles. Il faut aussi, comme je disais, le moment de boire ces potions, je pense que c'est un des aspects stratégiques dans le jeu qui peut nous être très bénéfique si on les prend au bon moment. J'ai trouvé qu'il y avait certains pouvoirs de potions qui semblaient plus intéressants que d'autres. Là. C'est basé sur 2 parties seulement, donc c'est à revoir, mais je me souviens qu'à ma première partie, j'ai pris des potions. Je pense que c'est un peu moi qui ai été niaiseux là-dessus. Là. Je me suis lancé sur des potions qui permettent de rejouer une potion qu'on a déjà bu, mais lorsqu'on accumule plein justement pour faire un ensemble de 3 potions. Et une autre potion me permettait de placer n'importe quelle bille, n'importe quelle couleur sur les potions, là, parce que sinon c'est des couleurs précises qu'on doit placer sur certains endroits de la potion, des ingrédients précis. Et combiner ensemble, c'était pas très efficace, parce que ça me permettait pas d'aller chercher d'autres billes dans le distributeur. Et tandis que d'autres potions permettent d'aller justement chercher des billes dans le distributeur qui peuvent être très pratiques aussi au cours de partie. Donc combiner toutes les potions ensemble, c'est plus intéressant. Donc il y a certains types que si on se lance dans ce type-là au début de partie, ça va être moins efficace pour le futur. Donc ça, c'est à faire attention. C'est arrivé lors de la première partie qu'il semblait un joueur qui bénéficiait plus d'explosions que d'autres. Mais bon, c'était la partie de tout le monde. Peut-être qu'il y en a qui ne voyaient pas nécessairement les explosions qui étaient possibles. Donc ça, je pense que c'est à valider au cours des autres parties. Qu'est-ce que ça donne? La deuxième partie, ça semblait mieux distribué comme explosion. Donc c'est de quoi qui peut varier. J'ai bien aimé aussi le déclenchement de fin de partie, qui est quand même bien. J'aime ça quand il y a des jeux que c'est un peu les joueurs qui vont déterminer le temps de la partie, en fait, avec... comme ça, dans ce jeu-là, c'est les jetons mérites. Donc, plus les joueurs vont faire d'ensemble de potions, ça va vraiment dire si la partie va plus vite ou moins vite. Et des fois, presser un peu plus les autres joueurs. Donc ça, j'aime bien ça. Je trouve qu'il y a un bon mix entre la complexité du jeu et le temps de jeu. Donc, 30 à 60 minutes pour un jeu léger quand même. Léger moyen, 1.72. Donc ça c'est très bien aussi. Des fois, si un jeu c'est trop léger puis qui va durer 2 heures, je pense que c'est pas un bon ratio, mais entre 30 à 60 minutes pour ce type de jeu-là, c'est parfait. Vraiment une bonne impression pour les 2 premières parties, puis j'ai hâte d'y rejouer avec ma copie, bien sûr, puis je pense qu'en famille, comme je disais, ça va être très bien, et c'est vraiment un jeu que je ne refuserai pas une autre partie, d'autres parties, donc un jeu que j'ai bien apprécié. Donc c'est pas mal mon appréciation générale après 2 parties pour Potion Explosion. Donc je vous le recommande, je pense, si c'est votre type de jeu, vous cherchez un jeu familial qui peut bien jouer avec des enfants, bien jouer avec des adultes, on a du plaisir, c'est pas un gros casse-tête non plus, cherchez de pas de léger, super beau comme jeu, là, je pense que vous devriez apprécier Potion Explosion. On va conclure l'épisode avec le projet québécois de cet épisode-ci, qui est une autre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Maurice Lapierre. Je vous invite à aller voir ça, là, je vais mettre le lien dans la description de l'épisode sur notre site web. En fait, il fait beaucoup de déballage, il fait des parties de jeux, donc il a fait quelques parties en live aussi. Où on va jouer à certains jeux, dont
Robinson Crusoe qu'il a fait dernièrement. Il y a aussi quelques vidéos de reportage, puis il est quand même axé beaucoup sur les versions françaises des jeux. Je crois que c'est quelqu'un qui aime beaucoup acheter ces versions-là, avoir les éditions françaises des jeux de société. Donc, si c'est de quoi qui vous intéresse, je vous invite à aller voir ça, la chaîne YouTube de Maurice Lapierre. Donc, c'est ce qui conclut ce 23e épisode, en espérant que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, soit sur Facebook, sur notre site web, sur YouTube aussi, parce qu'on met aussi les épisodes du podcast directement sur YouTube. J'invite aussi à aller vous abonner à la chaîne YouTube. Je mets de plus en plus de vidéos. Je commence à faire des parties de jeux en solo. Et j'ai aussi mon challenge 10 par 10 de jeux en solo qui est en cours. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et aussi, si vous voulez suivre le podcast, ben, c'est sur iTunes, Google Play Music, Stitchers, Pod Québec, RZO, Balado Québec. Donc, il y a plusieurs façons de nous écouter, plusieurs façons de nous suivre. Je vous invite à regarder ça. Et donc, encore une fois, merci d'avoir écouté. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!